Merci de nous préférer sur la télé du 21e siècle, Star 21 TV, et bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est votre émission de décryptage et d'analyse de l'actualité. Comme invité avec nous aujourd'hui, M. Aliouba, il est le président de l'organe provisoire de modèle, mais également membre du Front national pour la défense de la Constitution. Avec lui, c'est la question des consultations nationales engagées par le Premier ministre Dr Kassory Fofana, mais également nous allons parler d'élections avec cette date à polémique annoncée par la Commission électorale nationale, CENI, pour la tenue des législatives. Une fois encore, merci et bienvenue dans Starcom. M. Abba, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. Je suis très honoré par votre invitation, merci. Alors, la première des questions, on le voit quand même que les acteurs politiques ne sont pas aussi tendres avec la gestion du président Alpha Condé. Quelle lecture avez-vous de l'analyse de l'actualité sociopolitique de la Guinée après 10 ans de règne du professeur Alpha Condé? Mais globalement, nous vivons le bilan. Vous savez, quand un homme d'État travaille, il n'a pas besoin de mettre son bilan dans un discours. Il a simplement besoin de l'évaluer en termes d'impact sur sa population. Quand on prend le volet politique, on se rend compte que nos institutions aujourd'hui ne fonctionnent pas. Il était question, le président de la République s'est engagé sur un serment de faire respecter la Constitution dans sa lettre et dans son esprit, et il est le garant du bon fonctionnement des institutions. À ce stade, nous avons l'exécutif qui est pratiquement le seul pouvoir qui a une certaine légitimité, parce que le législatif, déjà, nous sommes hors mandat pour les députés. La Cour constitutionnelle, elle est quasiment domestiquée. Nous avons vu comment est-ce qu'il y a eu une crise qui a été artificiellement créée pour éjecter Khalifa Sall, paix à son âme, et asseoir des juges qui ne font pas preuve quand même d'indépendance par rapport aux attentes des populations et à l'esprit de la loi. Nous avons aussi notre démocratie qui est en panne, des élections qui doivent se tenir à des dates bien précises, mais qu'on ne tient pas, parce que derrière, il y a un calcul en termes d'agenda. Il a fallu 6 dates pour connaître les élections législatives en 2013. Il a fallu plusieurs reports pour connaître les élections locales. Jusqu'à présent, nous sommes dans un processus qui est devenu interminable. Mais en tant quand même la mouvance présidentielle, tout ce que vous décrivez là, au regard de la situation actuelle du pays, les politiques ont également leur part de responsabilité. Vous êtes avec des manifestations, des rues à chaque fois, ça ne permet pas à un pays comme la Guinée, quand même, qui sort d'une transition militaire, de s'offrir l'élan que vous voudriez vous-même en tant que politique. Mais écoutez, ce qui revient à la mouvance présidentielle, à ceux qui gouvernent, c'est de chercher à faire disparaître les symptômes en soignant la maladie. Parce que quand on arrive au pouvoir, on ne gère pas l'État en se justifiant tous les jours que ceci n'a pas été fait parce que tel. Les manifestations de rue sont codifiées en Guinée. C'est la loi qui le permet. Faire des manifestations de rue, ce n'est pas subversif. Mais le faire à répétition, quand même, ça perturbe un peu l'élan démocratique et quand du développement du pays. Quand vous gérez un État, vous vous préoccupez de ce que la population exprime pour faire disparaître le mal, afin que les symptômes ne vous fatiguent pas. Donc à ce niveau-là, moi je pense que c'est un raccourci qui ne passe plus. Les Guinéens sont convaincus que le régime trouve des boucs émissaires parce qu'il n'arrive pas à faire des résultats. Dans l'élan de mon raisonnement tout à l'heure, quand on voit sous l'aspect économique, tous les indicateurs sont au rouge. Aujourd'hui, les Guinéens vivent plus mal qu'avant. Il y a des indicateurs de performance économique qui le démontrent. Nous sommes en situation de contre-performance chaque année au regard de nos propres engagements. Nous sommes en situation d'assistance budgétaire. Nous sommes dans des programmes de survie avec les institutions internationales, parce que quand on est dans un programme de FEC, facilité élargie de crédit avec le FMI, c'est que vous avez des difficultés à mobiliser des recettes intérieures. Donc la Guinée est sous contrôle de ces institutions-là. Malgré tout, on revendique notre souveraineté, alors qu'en réalité, nous quémandons de l'aide, même pour financer notre système de santé, notre système éducatif. Alors, au-delà de ça, sur l'aspect social, parce que vous parlez du bilan, vous savez que nous sommes... Alors, en parlant du bilan de la gestion du professeur Alpha Condé, qui se rappelle quand même un peu plus élogieux en termes de gestion, on va suivre cet extrait du président de la République qui donne son avis sur ce qu'il a fait en Guinée pendant 10 ans de gestion. Les Guinéens, chers compatriotes, j'ai partagé avec vous les premières années difficiles de mon mandat. Tout n'a pas été parfait. Mais soyez rassurés que chaque décision que j'ai dû prendre l'a été dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Nous le savons tous. Notre pays vient de très loin avec un héritage lourd. Nous n'en avons plus de crédibilité au niveau des institutions internationales financières. Mais grâce à nos efforts communs, à la détermination, à la patience du peuple de Guinée, nous avons relevé beaucoup de défis, notamment la stabilité économique, la réforme des forces de sécurité et de défense,
de la justice, la lutte contre l'Ebola et l'amélioration de notre système de santé, le développement des secteurs des mines, de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie et ainsi de réformes structurelles et institutionnelles. Comme vous le vivez, notre pays avance. Il est sur la bonne voie. Notre État se consolide. Notre Guinée a retrouvé sa force et sa fierté. Elle a retrouvé sa place dans le Conseil des Nations. Oui, la Guinée est désormais une voix qui compte et qu'on écoute en Afrique et dans le monde. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes et à tous pour les sacrifices consentis, sans lesquels tout cela n'aurait pas été possible. Il est donc fondamental que les investissements réalisés profitent à tous. C'est le sens des efforts entrepris dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des mines et plus récemment au niveau des collectivités locales à travers l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique. C'était le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui faisait une sorte de décryptage de son bilan après 10 ans de gestion. Monsieur Ba, vous l'avez écouté, le président de la République, qui n'est pas un peu plus évasif parce qu'il va quand même sur des sens extraordinaires. Parce que quand vous prenez quand même sur ces aspects, même si opposition, on entend votre réplique là-dessus, il y a eu quand même quelques acquis en Guinée. Vous ne pouvez pas le nier, monsieur Ba. Ben écoutez, moi j'aurais préféré avoir un président qui s'exprime avec des chiffres, avec des statistiques. Mais le retour de la Guinée à l'international, on le rappelle quand même que la Guinée a présidé on peut juste vous le démontrer. Oui. Vous savez, quelle que soit l'œuvre que vous portez, on mesure son impact sur votre population. Quand un chef d'État s'exprime, à l'image de ce que je vois ailleurs, il parle avec des chiffres. Il dit voici où on en était, voici où nous en sommes. Combien de Guinéens sont sortis de l'extrême pauvreté de 2010 à maintenant? On n'a pas de statistiques sur le chômage. On n'a pas de statistiques sur l'immigration. On n'a pas de données par rapport des données de quantification pour savoir est-ce que les conditions de vie de nos compatriotes se sont améliorées. C'est ça qu'il s'agit. Tout autre développement qui ne concourt pas à améliorer les conditions de vie des gens, c'est théorique. Alors, quand j'entends le président parler des acquis stabilité macroéconomique, alors ce sont des gros mots. En réalité, c'est quand même le retour de la Guinée dans les institutions internationales. Oui, le retour de la Guinée. On rappelle quand même qu'on était en quelque sorte effacé. Combien de Guinéens ont été promus dans les institutions internationales? Nous en dirigeons combien aujourd'hui? Nos compatriotes qui sont des fonctionnaires internationaux, ils occupent quel poste de responsabilité dans les institutions internationales? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de diriger l'Union africaine. Il l'a été en 2017. Mais c'est à titre. C'était une présidence tournante. Bien entendu, nous sommes honorés. Non, mais écoutez, le premier président, Sékou Touré, quand même. Il a initié, mais n'a jamais Sékou Touré, quand même, paix à son âme, on peut tout dire de lui. Mais à l'époque, la Guinée rayonnait, avait une certaine respectabilité. Donc, ce qui veut dire que la Guinée is back. Non, en réalité, c'est sans contenu. C'est sans contenu. Ça n'a pas d'impact sur la population. Moi, je suis un pragmatique. Je ne suis pas de ces communistes qui vous disent des gros mots, mais derrière, vous n'avez rien. Alors, moi, je prends l'indice de pauvreté en Guinée. Aujourd'hui, il est aux alentours de 66%. Quand on parle d'indice de pauvreté, ça veut dire la population. Non, elle n'est pas internationale. Non. La Guinée n'est pas victime d'une crise internationale qui n'existe pas. Il y a des États qui se portent bien. On a tellement d'exemples dans la sous-région de pays qui se portent bien. Mais ce qui est plus grave, au-delà du manque de résultats tangibles, c'est le fait que le président Alpha Condé veut encore rester au pouvoir, contrairement à ce qu'il a eu comme engagement, au mépris des textes de loi. Et il pense pouvoir être le seul encore qui doit diriger la Guinée. On va parler tout à l'heure de ce mandat, mais je voudrais quand même vous faire notamment réagir sur des réalités qu'on ne peut pas nier, parce qu'on a l'impression quand même que vous avez une sorte de peinture rouge sur tout ce qui a été fait. Je parle des faits. Bon, attendez, c'est relatif, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple sur le secteur énergétique, il y a quand même de l'amélioration. Avec quel État? Il y a également Swapiti qui s'annonce. Aujourd'hui, quand même, je suis de ceux qui vous pensez que la Guinée est loin de se limiter à Conakry. À l'arrière-pays où moi je vais, je sais que nos compatriotes ont de réelles difficultés. Le taux d'accès à l'électricité, c'est un taux très faible, l'un des plus faibles de la sous-région. Quand on parle de Caleta, il faut évaluer entre coûts et ce que ça nous rapporte aujourd'hui pour savoir le financement, comment il a été fait, combien ça a coûté aux Guinéens, combien on aurait dû avoir par rapport à Swapiti et tout. C'est bien beau de parler de tous ces chantiers. Parlons des infrastructures, par exemple. Routières, surtout sous l'Alpha Condé, il y en a eu beaucoup. Mais combien de kilomètres?
Aujourd'hui, même dans la capitale Conakry, la mobilité est difficile. Vous vous rappelez, chaque C'est saison vous de les pluie... politiques également qui faites des manifestations, Non, vous mais- brûlez les pneus sur Oh là là, sur des routes. arrêtez. Donc, ça fait qu'il y a- ce ne sont pas- il y a forcément ce de ne sont l'impact pas- sur Non, pas du tout. Pas ce du qu'on tout. fait sur la On n'a Bafakundé. pas fait une manifestation sur la route nationale de Conakry pour qu'elle soit coupée l'année dernière, qu'elle soit coupée Bon, cette ça, c'est année des encore. catastrophes naturelles. Non, je sais non, pas. pas du tout. Pas du tout. Admettez avec moi que c'est l'état de nos infrastructures qui pose problème. Aujourd'hui, la plupart de nos régions sont devenues inaccessibles. On a des difficultés à accéder à nos régions. Ça ne fait pas honneur. On aurait quand même vu des kilomètres bitumés, mais malheureusement, on n'en parle pas. On nous parle de plus de 2 milliards investis dans le secteur des infrastructures. Pour quel résultat? Vous faites le rapport entre ce qui a été investi et ce qu'on voit sur le terrain. Nous pratiquons les routes tous les jours. Même dans la capitale, la mobilité, elle est difficile. Cela n'a aucun rapport avec les activités des partis politiques. Encore, quand on est dirigeant, il faut savoir poser des actes qui sont mesurables. Mais la rhétorique du président, elle est toujours dans la grosse théorie. Il parle de beaucoup de choses, mais en réalité, il ne démontre rien du tout. Et là, je vous ai dit au départ, un chef d'État qui travaille, vous n'avez pas besoin de mettre votre bilan dans un discours. La population le sent. Quelle est la classe moyenne? Est-ce qu'elle s'est créée? Aujourd'hui, quelle est la proportion de riches en Guinée? Moi, je suis un économiste à la base. Je suis quelqu'un qui est amoureux des chiffres. Donc, j'aime parler avec les chiffres. Ça, c'est tangible. On va vérifier ce qu'il y a eu comme activité sur le terrain, quel impact cela a représenté sur la population. C'est en ce sens qu'on parle de développement. Nous faisons partie aujourd'hui des pays les plus pauvres du monde, avec un revenu par habitant l'un des plus bas du continent africain. La contribution des Guinéens au développement national, elle est très faible. Parce qu'aujourd'hui, les difficultés d'emploi, nous en avons. On ne peut pas créer des emplois si on ne fait pas de la croissance économique. C'est sur les mines que nous avons les résultats dont il parle. Mais en volume, nous faisons près de 50 millions de tonnes de bauxite par an. Mais en contrepartie, ça ne représente pas 20% Parlant des des mines, recettes on le fiscales sait de bien notre que pays. l'opposition avait, du camp dont vous relevez, avait chaque fois quand même l'habitude de tirer sur le boulet par le fait que la Guinée, selon eux, ne tire pas bénéfice de ces mines. Mais je rappelle quand même qu'il y a un projet que l'État guinéen a instauré à travers l'ANAFIC qui a en quelque sorte le contenu local des industries, notamment extractives, notamment en Guinée. Aujourd'hui, l'ANAFIC quand même est en train de faire des jalons sur le terrain à travers notamment la pose des pierres des grands chantiers. Non, sur le pays. je suis bien placé pour vous parler de l'ANAFIC, d'autant plus que j'ai fait une enquête là-dessus et j'ai fait une tribune qui a d'ailleurs bien circulé parce que ça a permis aux uns et aux autres de comprendre c'était quoi en réalité. L'esprit de l'ANAFIC en soi, c'était une bonne chose. C'est un outil qui a été créé avec des recommandations des institutions internationales pour aider les collectivités locales à avoir plus de potentialité dans le cadre du développement local. En soi, c'est bien l'esprit. Mais aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est le fait qu'on détourne l'ANAFIC de son objectif pour en faire un outil politique. C'est une carte politique. Alors, on vient faire du chantage aux élus locaux pour soutenir un projet de changement de constitution sous prétexte qu'on financerait des infrastructures. Vous avez des poses de première pierre. Mais entre poser une première pierre et en faire une réalisation, vous savez, il y a tout un océan. Le problème de la Guinée n'est pas un problème de ressources financières, c'est un problème de vision globale. Quand vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas rassurer les partenaires au développement. Alors, la Guinée, quand je vois le président sortir, organiser des forums, des colloques, des rencontres à l'international, je vous assure que de nos jours, si vous remplissez les conditions, vous mettez en place les préalables. Les préalables, c'est quoi? Un cadre juridique cohérent qui donne de la visibilité, des lois qui sont très précises, qui sont applicables et qui sont appliquées. Une justice, bien entendu, indépendante. Vous avez des infrastructures de base. Une gouvernance vertueuse qui donne de la visibilité. On ne peut pas mettre en doute le fait qu'on respectera la Constitution ou pas et attirer des investisseurs. Des institutions qui fonctionnent. Si vous mettez en place, entre autres, ces préalables, vous n'avez pas besoin de courir derrière les investisseurs. Votre pays devient une destination. Et ce n'est pas le cas, parce qu'on ne rassure pas. Tout ce dont on parle aujourd'hui tourne autour d'un seul mot, la confiance. La confiance n'existe pas. On reviendra sur cette confiance. Tout à l'heure, vous parlez quand même de l'aspect impact social des initiatives présidentielles, notamment du président de la République. Je prends quand même quelques exemples qu'on ne peut pas cacher. D'abord, c'est en termes de moyens de transport. Vous vous rappelez quand même qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. Le président de la République a envoyé des bus et dernièrement, on parle même de l'ouverture d'une ligne Conakry-Kagbelin pour un peu alléger le fardeau du transport pour les citoyens. Ça, quand même, c'est un acquis. Quel est l'état de ces bus aujourd'hui? Ce sont des sociétés qui sont allées en faillite. Les premiers bus qu'on voyait ici qui circulaient. Non, mais monsieur, non, pas du tout. Même les derniers, le don turc.
qu'on a eues. Aujourd'hui, moi, je ne les vois pas dans la circulation. Aucune entreprise de transport n'a survécu ici. Et la solution se trouve maintenant désormais dans Conakry Express, avec notamment... Ah oui, mais en attendant, ce qui est palpable, c'est qu'il y a eu plusieurs échecs. On a donné des puces, on a monté des entreprises, on a mis des militants du parti, les gens ont détourné de l'argent, et finalement, la gestion, elle est catastrophique, ces moyens de transport ont disparu. Conakry est l'une des rares capitales au monde qui n'a pas un réseau public de transport. Ça, il faut le reconnaître. Il n'y a que des taxis, des initiatives privées, et la mobilité est extrêmement difficile dans la capitale. C'est l'une des capitales les plus difficiles où il faut se mouvoir. Étant donné que Conakry, c'est une petite capitale au regard de Johannesburg, au regard de... comparé plutôt à Johannesburg, comparé à Lagos, au Caire et d'autres. Mais c'est un héritage quand même qu'Alpha Condé... Mais le problème n'est pas de se dire que j'ai hérité de ça. Mais qu'est-ce que lui-même il a fait pour que ça s'améliore? C'est là la question. Il a fait des efforts pendant... Mais jusque-là, je ne les vois pas. Vous avez parlé des entreprises de transport public. Ces entreprises ont été créées, certes. Il y a eu des bus, certes, obtenus par don ou achat, j'en sais rien. Mais au bout, qu'est-ce que ça a donné? Ce sont des entreprises qui sont tombées en faillite. Ça ne soulage pas la population. Ce sont ces faits-là qui sont palpables. C'est ça la réalité. Qui a entendu parler de poursuites ici? On a audité quelle entreprise? Il y a de l'impunité totale. À chaque fois qu'on met quelque chose en place, on mobilise ses parents, on mobilise ses militants, et puis on leur dit, vous aussi, occupez-vous de ça. Chacun en fait un petit périmètre à lui, et puis on mange ce qui est là, et puis ça disparaît. C'est de ça qu'il s'agit, du clientélisme. Ce sont les mots de M. Aliou Ba. Je rappelle qu'il est le président de l'organe provisoire du Modèle, un parti qui relève notamment de l'opposition plurielle, et également membre du Front National pour la défense de la Constitution. Alors, on va marquer une courte pause, on revient juste après sur ce plateau. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Et comme vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous sommes avec M. Aliou Ba. Il est le président de l'organe provisoire du Modèle. Je rappelle également, c'est un parti qui relève de l'opposition plurielle. Avec lui, on parle désormais des questions liées autour du débat du changement de la Constitution avec l'annonce de ces consultations nationales comme instruction faite par le président de la République à son Premier ministre, Dr Kassory Fofana, qui a d'ailleurs commencé ces consultations. Sauf que M. Ba, qui parle de ces consultations, on a vu quand même le FNDC dans cette déclaration, soi-disant qu'ils ne sont pas associés à ces consultations qui qualifient de coup d'État constitutionnel, c'est qui est quand même contraire à la loi, parce que le Premier ministre, selon la loi guinéenne, c'est le garant du dialogue social et politique. Ce qui est constitutionnel, c'est vrai, c'est le Premier ministre qui a des prérogatives constitutionnelles de l'animation du dialogue politique et social. Mais ce qui, par contre, n'est pas légal, c'est ouvrir un débat autour de ce que la Constitution ne permet pas. Parce que le FNDC a été clair, et la déclaration du 5 septembre est assez claire, nous n'engageons pas un débat sur du faux, sur ce que la loi ne permet pas. Aujourd'hui, malgré toutes les tentatives pour convaincre de la part des autorités et de ceux qui soutiennent ce projet démoniaque, il n'y a pas une disposition de l'actuelle Constitution qui prévoit son mécanisme d'abrogation. C'est-à-dire, on ne peut pas, au regard de la loi guinéenne, supprimer l'actuelle Constitution pour la faire remplacer par une autre. Et qui parle de nouvelle Constitution, parce qu'on ne peut pas faire superposer deux constitutions et les mettre en vigueur. Qui parle de nouvelle Constitution suppose la suppression de l'actuelle. À partir du moment où cela n'existe pas, tout débat portant ou tout acte portant sur un changement de Constitution est en soi une forfaiture. Ça s'appelle un coup d'État civil. Ça, parce que le coup d'État civil... Ça, non, je vous explique. Ça, vous voulez mon avis? Ça, c'est sur la base de la loi. Oui. Vous savez, la loi est dans sa lettre et dans son esprit. Ce que la loi guinéenne dit, c'est clair. Il n'y a pas de base légale à un tel projet. Il n'y a pas de base légale à une telle démarche. Et le coup d'État civil, c'est celui qui fait rupture de l'ordre constitutionnel actuel. Alors, abroger l'actuelle Constitution, c'est remettre en cause l'ensemble des institutions de l'État. Ça veut dire qu'il y a une rupture. Et à partir de ce moment-là, nous sortons carrément du droit. Donc, il n'y a aucun encadrement juridique à cela. C'est un peu à l'image de ce que les militaires ont fait en 2008 ou bien en 1984. Ils sont venus rompre l'ordre constitutionnel existant pour le faire remplacer par quelque chose d'autre. Et nous n'entendons pas nous associer à ça. On ne peut pas ouvrir des consultations dans un pays
demander à la population de s'exprimer sur ce que la loi déjà a tranché. Alors, mais sur la question, je vous rappelle quand même que le président de la République, qui en est l'initiateur de cette idée des consultations nationales, a sa lecture et sa justification. On suit cet extrait du président de la République. On revient juste après sur ce plateau. Guinéennes, chers compatriotes, en ma qualité de premier magistrat du pays, garant des libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens, j'ai l'obligation d'écouter chacun et tous afin de permettre que toutes les idées et toutes les opinions s'expriment en toute liberté, mais avec responsabilité. Pour ma part, je ne faillirai pas à ma charge et ferai face aux attentes légitimes de nos concitoyens. J'invite chacun, à quelque niveau qu'il soit, à exercer ses droits dans le respect de ceux des autres. Nous devons nous unir face à notre avenir commun et nous engager tous pour la paix sociale et l'unité de la nation. Je sais que la fonction de président de la République impose des sacrifices pour la patrie. J'en suis conscient et je reste résolument engagé à remplir toutes mes obligations en comptant sur votre soutien, votre confiance. Notre pays a un tournant de son histoire. Tout le pays me parle, je vous entends, je vous comprends tous. Je me réjouis de constater que la démocratie à laquelle nous sommes tous attachés et pour laquelle notre pays a consenti d'immenses sacrifices s'enracine davantage. Il est légitime que chacun se pose la question de son présent, de son avenir et se préoccupe du destin de notre Guinée, notre bien à tous. Les compatriotes veulent tous la paix pour eux-mêmes et pour le pays. Nous meurons tous mobilisés dans un élan patriotique et responsable pour notre idée de démocratie et de progrès. En faisant l'effort de se parler et la patience de s'écouter sans préjugés ni mépris, on se connaît, on se découvre mieux et on apprend aussi à se faire confiance. Dès lors, tout devient possible et le pays gagne sans que personne n'ait le sentiment d'avoir perdu. Lorsque la Guinée gagne, personne ne perd. C'était le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui donnait la justification de la tenue des consultations nationales en vue d'obtenir toutes les opinions pour le projet de changement de la Constitution. Alors, M. Ba, on le sait tous quand même que la Guinée a été toujours un pays de dialogue parce que même si vous faites une sorte de rétrospective dans l'histoire de la Guinée, il y a eu toujours des consensus qui ont prévalu à sauver un peu la paix et l'unité nationale. Aujourd'hui, à vous entendre refuser de participer à ce même dialogue, est-ce que vous ne voulez pas une sorte de blocus dans le pays? Non, le dialogue, d'accord, mais il porte sur quoi? Dialoguer sur quelque chose d'illégal, c'est pas responsable. Mais il y a deux camps. Il y a des Guinéens qui soutiennent notamment le changement de la Constitution. Non, mais vous savez l'équation ne se pose pas de cette façon. Est-ce que c'est légal de poser comme débat le changement de la Constitution? Est-ce que c'est pas légal? Oui, si on se réfère à la façon dont la Constitution actuelle a été votée ou c'est pas acquise par la Guinée, on peut quand même se donner des interrogations parce que quand même c'est un conseil transitoire qui l'a voté. De la même manière, vous pouvez vous poser des interrogations sur la Constitution américaine parce qu'elle n'a pas été adoptée par référendum. Les cas sont différents. Non, mais écoutez, vous voulez que ce soit différent. Parce que derrière, l'objectif c'est quoi? Une constitution, elle est faite pour durer. Mais est-ce que elle est faite pour se pérenniser. Est-ce que vous êtes d'accord que cette constitution, elle est quand même imperfectible, elle a des défaillances? Écoutez, il ne s'agit pas d'aller dans le fond. Il s'agit tout simplement de trouver la forme. Moi, je vous ai posé une question. Je suis là pour répondre. Mais c'est évident que qu'on ne peut pas poser sur la table ce que la loi ne permet pas. À partir du moment, ce n'est pas une constitution qui nous empêche d'avoir de bonnes routes. Ce n'est pas une constitution qui empêche les Guinéens d'accéder aux besoins sociaux de base. Ce n'est pas un problème de constitution qui fait qu'on n'a pas un bon système éducatif, un bon système de santé. Ce problème ne se pose pas. Il n'y a pas d'opportunité en cela. Nous ne pouvons pas cautionner l'illégalité. Si on trouvait une disposition de la constitution qui posait problème et que ce soit une disposition qu'on peut réviser, le mécanisme de révision est prévu. L'Assemblée nationale est là pour ça. Et elle a en son sein toutes les sensibilités politiques. Le RPG a d'ailleurs la majorité parlementaire. S'il y a un problème de révision sur une disposition ou sur une autre, à l'exception des dispositions intangibles de la Constitution, mais bien entendu, le débat devait être parlementaire. Mais vouloir nous engager dans une dynamique qui est interdite par l'actuelle Constitution et nous dire que nous devons dialoguer là-dedans, ça s'appelle de l'irresponsabilité. Parce que la loi ne le permet pas. Tout dialogue est possible en démocratie, mais seulement le dialogue encadré par la loi. Imaginez un seul instant. Oui. Dans la même disposition, les intangibilités sont connues.
le caractère laïque de l'État, le caractère unitaire de l'État, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée des mandats. Si on prenait par exemple le caractère unitaire de l'État, vous pensez que c'est normal aujourd'hui qu'on pose un débat de type à demander si chaque région, au nom de la liberté d'expression ou au nom de la liberté d'opinion, qu'une région doit obtenir son indépendance ou son autonomie? Pourquoi poserait-on un tel débat? Ce débat-là n'est pas opportun, il n'est pas nécessaire et il n'est pas légal. De la même manière, on ne peut pas soustraire dans la même disposition ce qui vous arrange et dire qu'il faut porter ça à la place publique sous prétexte qu'on est en démocratie. La démocratie, certes, mais elle est régie par des règles et des principes. La démocratie n'autorise pas tout et n'importe quoi. Donc un tel débat pour nous n'est pas démocratique. Il y a quand même une sorte de division à l'interne du Front national pour la défense de la Constitution. Parce qu'on le sait qu'au départ, le Front était statique par rapport à la participation, mais on a vu qu'il y a quand même certains membres du Front qui ont été reçus par le Premier ministre. Je vais vous dire, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de dissonance qui montre la suffisance qu'ils le font aujourd'hui à l'interne et effrité par... Non, pas du tout. Pas du tout. C'est l'objectif du pouvoir. Oui. Diviser le front, mais ce n'est pas le cas. Il ne faudrait pas qu'on ait ce problème de perception. Vous avez suivi unanimement la position qu'on a eu à adopter à l'issue de ces deux discours. Le 5 septembre dernier, le front a réagi. Et cette déclaration n'a pas fait l'objet de polémique. Personne n'a exprimé un retrait ou personne ne s'est désolidarisé de cette déclaration-là. Et à ce stade, on a des acteurs politiques qui pensent que les questions électorales, par exemple, sont des questions qui méritent d'être discutées. Au sein du Front, il y a plusieurs sensibilités. Il y a des acteurs politiques qui sont concernés par les élections, il y a des organisations de la société civile, il y a des associations. Quand les gens estiment qu'il faut aller discuter des questions électorales, ils ont la liberté d'y aller. Encore, je le dis, le Front n'est pas un parti politique, encore moins une alliance. C'est une plateforme de concertation et de mutualisation. Les uns et les autres ont un point de convergence. Tous ensemble contre le changement constitutionnel. Mais chaque parti politique a une certaine particularité quand il s'agit d'aller aux élections. Le modèle apprécie à sa façon. Il y a une adage qui dit que les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Ce type d'adage ne s'applique pas dans le cadre du FNDC. Quand vous prenez l'exemple sur le parti, par exemple l'UFDG, qui est quand même le chef de file de l'opposition guinéenne, participe à des consultations, et pendant que quand même, si vous parlez aujourd'hui des manifestations, de protestations, c'est sur ces grands partis-là que vous pouvez quand même vous adosser pour tenir tête à l'État. Si ces partis participent à ces consultations, ce qui veut dire qu'à l'interne... Je ne suis pas au courant que l'UFDG participe. Non, je donne l'exemple sur des grands partis comme l'UFDG participerait à un tel... Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc on ne va pas raisonner en termes d'hypothèse. Ce qui va arriver demain... Si ça arrive, on commentera. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire de commenter ce qui peut être à la fois, je ne sais pas si c'est une prophétie ou une hypothèse. En attendant, ce n'est pas le cas. Alors, il y a quand même un aspect important dans cette histoire de consultation, que ce soit l'opposition et la mouvance présidentielle. Tout le monde s'appuie sur le peuple de Guinée pour dire qu'on est contre ou pour le changement de la Constitution. Et nous nous sommes amusés à voir notamment la réaction de quelques citoyens. Voici ce qu'ils en pensent de ces consultations pour un projet de changement de la Constitution. On aime la vie, elle est normale. Dans tous les pays au monde, la consultation est nécessaire. Lorsque vous jugez qu'il y a des failles dans la Constitution présente, il faut consulter. Les gens vont s'exprimer par rapport au dysfonctionnement de l'actuelle Constitution. Ils sont vraiment libres de penser à changer la Constitution. Tout comme ceux-là aussi qui ne sont pas pour le changement constitutionnel, ils sont aussi libres d'exprimer leur volonté de ne pas changer. La consultation nationale concernant la modification de la Constitution, bon, moi je ne suis pas pour la modification d'ailleurs de la Constitution. Pensant à la consultation, moi je pense que derrière ça, il y a une modification de la Constitution. Normalement, on ne devrait pas penser à une modification pour un président qui doit donner l'image à la démocratie d'une nation. La Constitution, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour un État. Ça peut être Alpha Condé comme ça peut être une autre personne. Il faut connaître d'abord ce que c'est la Constitution. Il faut savoir d'abord de quoi il s'agit. Les points importants. Si ces points importants sont à l'avantage du peuple guinéen, Alpha Condé est là pour un temps. Après ce temps-là, il va partir. Mais si on adopte une nouvelle constitution qui est avantageuse pour la nation guinéenne, pourquoi ne pas aller au vote? En tout cas, si on nous demande d'aller au référendum, il faut aller si tu es pour
tu votes oui. Si tu n'es pas pour, tu votes non. C'est aussi simple que ça. La consultation, on veut faire une consultation, pourquoi exactement? Alors, est-ce que la consultation, c'est pour demander aux gens, est-ce que vous êtes pour un troisième mandat ou pas? Ou bien est-ce qu'on veut dire aux Guinéens, ce qui est là, c'est mauvais, il faut changer pour améliorer la condition de vie des Guinéens? C'était la réaction des citoyens qui s'exprimaient sur ces consultations nationales et pour le changement de la Constitution. Alors, M. Ba, je pense que le débat, il est là avec ces citoyens. Non, je ne pense pas qu'il y a débat. Vous savez pourquoi? Oui. Quelle est la meilleure façon pour le peuple de s'exprimer? C'est par ses lois. Dans toute démocratie, les lois sont l'émanation du peuple. Pourquoi dans le schéma que nous avons choisi, nous sommes Sauf dans que le la schéma... Constitution actuelle Non, attendez, je vais vous expliquer. n'est pas l'émanation. Dans le schéma, non, mais on en a déjà parlé. Oui. Ça n'empêche pas que les Américains respectent leur constitution par le fait qu'elle a été adoptée par une constituante. Oui. Ils n'ont pas été consultés à référendum. Mais aujourd'hui, ils ne remettent pas ça en cause parce qu'ils veulent aller de l'avant. Il n'y a pas une forme rigide Oui. d'adopter une constitution. Il y a plusieurs États, les constitutionnels peuvent vous en parler. On ne peut pas se poser sur ce pan. Alpha Condé fait partie de ceux qui ont rédigé l'actuelle constitution. Le RPG était représenté au CNT. Il a juré 2 fois sur la même constitution de la respecter et de la faire respecter dans sa lettre et dans son esprit. Le serment est sacré. Alors vous voulez qu'on mette tout ça de côté, soit disant que parce qu'on n'a pas adopté la constitution par référendum, le serment du président ne veut plus rien dire. Mais vous avez vu les actes des citoyens, des Guinéens, parce que ils ont les actes légaux qui ont été posés de cette constitution, tout ça est devenu rien du tout. Alors tout d'un coup, parce que quelqu'un a envie de rester au pouvoir, il faut balayer ça, il se rappelle tout de suite que ce n'était pas légitime, il se rappelle tout de suite. Mais attendez, soyez un peu plus sérieux. J'ai du respect pour nos compatriotes qui s'expriment. Nous sommes dans un pays où on a un sérieux... Les avis sont partagés quand même. Écoutez, les avis ne peuvent pas être partagés. Pourquoi? Parce que la manière de poser le problème est elle-même biaisée. C'est à ce niveau que se trouve le piège. J'ai écouté nos compatriotes. Quand ils parlent de modification, c'est normal qu'on parle de modification. Quand ils parlent de révision, c'est normal qu'on parle de révision. Ils parlent également de référendum. Mais ils confondent. Parce que quand on parle de révision, de modification, là où on a un problème, les possibilités, là on a des problèmes aujourd'hui. Vous savez quand même qu'au départ, on parlait de révision de la Constitution et puis on parle de changement. C'est pourquoi je vous dis, il y a de la subtilité. Nous, notre problème est le fait qu'on s'oppose à tout changement de l'actuelle Constitution. Si on veut la modifier, il y a une procédure qui est prévue pour ça. Nous n'enlèvons à rien les prérogatives du président d'initier des programmes de modification pour les articles, les dispositions qu'on peut modifier, ou bien que l'initiative vienne des députés. C'est quelque chose de classique. Nous ne rentrons dans aucune confusion. Nous sommes farouchement opposés à toute idée de changement de l'actuelle Constitution parce que c'est synonyme d'un coup d'État. On ne peut pas mobiliser les Guinéens pour leur dire on va vous consulter. Est-ce que vous voulez d'un coup d'État civil ou pas? Dans une démocratie, une telle question ne se pose pas. C'est la manière de formuler la question et l'intention qui est derrière qui nous pose problème. Le reste, qu'on révise telle disposition, qu'on n'en révise pas une autre, l'Assemblée nationale est là. Elle est habilitée à légiférer. Elle est représentative des sensibilités politiques et le RPG est majoritaire à l'Assemblée nationale, à eux de convaincre les autres pour soutenir les initiatives. C'est de la démocratie. Mais tout débat portant sur ce que la Constitution n'autorise pas n'est pas démocratique. Ça ne relève pas non plus de la liberté d'opinion. C'est de la forfaiture. Vous l'avez compris, ce sont les propos de M. Aliou Ba. Je rappelle également qu'il est membre du Front National pour la Défense de la Constitution et président de l'organe provisoire du modèle qui donnait sa position sur ces consultations annoncées sur l'égide du Premier ministre Dr Kassori Fofana qui a d'ailleurs commencé. Alors on va marquer une courte pause, on revient pour parler désormais des élections législatives en Guinée. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. 3 aspects qui a marqué également cette adresse à la nation du président de la République, le professeur Alpha Condé. En plus de ces consultations nationales, le président instruit désormais à son gouvernement d'organiser ou de favoriser l'organisation des élections législatives dans un bref délai
et le président Alpha Condé également en a donné les raisons de sa position. Voici un élément de réponse. Compatriotes, les droits de nos peuples sont inaliénables comme la liberté de chacun d'entre nous est sacrée. Toute ma vie, tout le long de mon histoire personnelle et de mon parcours, j'ai été à l'écoute de mon peuple et en phase avec lui. Aujourd'hui encore, au moment où partout dans le monde, les peuples décident tout seuls de leur destin et font l'histoire, je reste convaincu que le peuple de Guinée a toujours raison et que nul ne peut aller à l'encontre de sa volonté et de ses aspirations profondes. C'est ma conviction de tout le temps. Guinéennes, chers compatriotes, notre peuple a l'occasion de faire ses choix et d'exprimer sa volonté lors des élections. À ce propos d'ailleurs, j'invite tous les acteurs impliqués dans l'organisation des élections législatives à doubler d'efforts et d'ardeur dans le travail, à se mobiliser tous pour que les élections se tiennent dans le courant de cette année. J'engage le Premier ministre du gouvernement à soutenir et accompagner la Commission nationale électorale indépendante CENI et les acteurs électoraux afin de créer les meilleures conditions de préparation et d'organisation des scrutins attendus dans notre pays. Oui, c'était la position du président de la République sur la tenue de ces élections, pourtant tant réclamée par l'opposition. Mais apparemment, on a l'impression que l'opposition a peur d'aller à ces élections parce que depuis que le président de la République a fait cette annonce, on a l'impression que les opposants, en résumé, ont une certaine tentative de penser à cette tripatouillage constitutionnel des élections pour que le président, notamment, s'offre un troisième mandat à travers, notamment, un hold-up électeur au niveau des législatives. Est-ce que vous avez peur d'aller aux élections? On est habitué. Si on avait peur d'aller aux élections, on ne se serait pas constitué en parti politique. Si on s'est constitué en parti politique, c'est que nous sommes des compétiteurs électoraux. Oui. Les élections en Guinée, on sait ce que ça représente. Oui. Toute notre lutte aussi, c'est aussi pour lutter contre la fraude. Parce qu'il faudrait bien que le peuple de Guinée s'exprime et que ses différents choix soient respectés. Nous nous sommes battus pour ça. Nous devons nous gêner aujourd'hui de continuer d'avoir des problèmes de CENI ou de fichier électoral. Alpha Condé, s'il avait résolu rien que ce problème sur les questions électorales, ça aurait été salutaire pour lui. Mais le la problème CENI, de elle est CENI, indépendante. non, attendez, elle est indépendante théoriquement. Pourquoi on n'a toujours pas de législatives alors? Les législatives devaient se tenir quand? Le mandat des députés est arrivé à expiration. Ce n'est pas l'opposition qui détermine quand est-ce qu'on doit aller aux élections. Non, mais attendez, maintenant qu'il le donne, pourquoi il appartient au président de dire que je veux que les élections se tiennent à telle date? C'est lui le donateur du budget, parce que c'est l'État qui accompagne. accompagne. C'est pas lui la loi. C'est l'État qui accompagne. C'est pas lui la loi. Là où peut-être on ne peut pas se comprendre. Oui. On ne dirige pas un pays au gré de ses humeurs. Oui. Il n'appartient pas à un président de dire que je veux que les élections se tiennent à telle période. Justement, c'est là le problème. La CENI, si elle était indépendante en soi, elle sait à quelle date un mandat finit, elle sait à quelle période une élection doit être organisée. On a manœuvré, quel que soit ce que vous faites, l'exécutif a une responsabilité sur le bon fonctionnement des institutions. Et le président de la République a prêté serment sur ça. Si la CENI ne fonctionne pas bien, il est le premier responsable. Si l'Assemblée nationale ne fonctionne pas bien, il est le premier responsable. Vous voulez comme ça que ces responsabilités ne soient pas engagées et tout d'un coup, il se réveille d'un beau matin, il se rappelle qu'on doit avoir des élections, il fait un discours à la nation, alors à la CENI, bougez-vous, on doit avoir les élections. Et la CENI s'est bougée d'ailleurs à travers cette date, notamment du 28 décembre 2019 qui est prévue pour les législatives. Il y a un problème. Il y a un problème de formulation. En tant que chef d'État, ce discours ne relève pas de sa responsabilité. Un. Deuxièmement, quant à la CENI, il ne suffit pas de trouver une date. Le calendrier est plein. Les législatives, on a connu 6 reports pour les avoir en 2013. Oui. Les élections locales, on les a eues récemment. On a pris conscience de tout ça. On s'est parfait de nos mots là, désormais. On a terminé déjà avec les élections locales? Oui, c'est en cours, mais... En cours, il faut renouveler l'Assemblée nationale. Non, écoutez, on parle de démocratie, on parle de loi. Si on parle des faits, on ne se réfère pas à la loi, on se réfère à des pratiques qui sont des pratiques malsaines. Ce n'est pas un débat. Qui craint quoi? Est-ce qu'on a exprimé une crainte? Vous voulez qu'Alpha Condé, de bonne humeur, aller aux élections demain, sous prétexte qu'on ne crée rien, on dit ah oui, allons aux élections demain, comme si nous n'avons pas de cerveau? Ça ne fonctionne pas comme ça dans un pays. On exige que les élections soient bien préparées. Oui. Et ces élections doivent être bien préparées. Mais ça ne doit pas venir de vous. Écoutez, on a déjà quelque chose sur la table qui est palpable. On a un comité d'experts qui a travaillé sur le processus électoral. Ils ont fourni des recommandations autour desquelles tout le monde s'est mis d'accord. La CENI a fait une retraite au mois de mai
à Kindia, où elle a projeté la tenue des élections sur 235 jours, à condition que les contraintes financières, administratives, politiques et tout ça, techniques c'est soient levé levées. désormais. Attendez, vous êtes pressé. Tout ça n'est pas levé. Oui. Je vous donne des détails si vous voulez. La question du fichier électoral, qu'est-ce que les recommandations disent? Que tout le monde repasse devant les cales. Oui. Personne n'est repassé devant les cales. C'est prévu désormais pour 45 Non, attendez, jours. parlons de ce qui existe. C'était prévu au minimum dans 45 jours. La loi guinéenne, moi je m'adosse toujours à la loi pour vous répondre. La loi guinéenne parle de 3 mois. 3 mois du 1er octobre au 31 décembre, révision ordinaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi. La CENI, son indépendance ne l'amène pas à se soustraire de la loi. La CENI n'est pas une comète. Elle ne peut pas se parachuter dans la République. Elle est là, elle doit fonctionner. Elle ne peut pas légiférer à la place des députés. La loi, elle est là. La CENI doit se conformer à la loi. La question du fichier électoral, sa révision. On parle de 6 millions d'électeurs. Depuis 2015, il n'y a eu aucune révision. Vous vous imaginez combien de Guinéens ont atteint l'âge de la majorité entre 2015 et maintenant? Combien de Guinéens sont décédés? Combien de Guinéens ont changé de domicile? Tous ces cas, ce sont des cas à régler. Vous voulez que la CENI compresse ces délais et nous dise qu'en 20 jours, On vous envoie, elle est des capable. tablettes, on vous envoie des tablettes avec le... Non, moi je parle pas. Moi je parle des faits. Vous savez, dans la faisabilité, il faut apprécier les choses dans leur faisabilité. Si vous me dites tout de suite qu'à l'issue de cette émission, vous allez me signer un chèque d'1 million de dollars, je vous dirai que je ne vous crois pas, parce que vous n'allez pas le faire. On n'est pas des enfants qu'on peut balader de gauche à droite en nous disant nous allons faire, nous allons faire. Nous avons des représentants. La CENI a des acteurs politiques. Les institutions de la République, il y a des acteurs politiques qui y sont représentés. Nous savons ce que vaut cette CENI. Nous la voyons sur le terrain. Même son budget n'a pas d'accès. Le matériel électoral dont on parle, qui relève aujourd'hui du ministère de l'administration du territoire, on en est où? La logistique, elle est prête? Vous ne pouvez pas le répondre. Mais en tout cas, pour un Guinéen lambda, on peut être un peu confiant dans la démarche de l'opposition. Parce que d'habitude, vous faites des manifestations, on organise des dialogues, on signe des accords pour qu'on ait ces élections. Maintenant que le président a le bon vouloir de tenir ces élections, vous posez toutes ces conditions. Vous trouvez le mot interdit? Il n'appartient pas au président de faire des élections une générosité. Le bon vouloir du président. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est le respect de la loi. Nous n'avons pas de problème à aller à des élections. Mais nous n'irons pas à n'importe quelle élection par le fait de l'humeur d'un président, parce que le président n'est pas là pour gouverner en fonction de son propre agenda. Parce que vous avez peur, selon eux, je parle bien évidemment de la mouvance présidentielle, que le RPG ne s'offre notamment la majorité des terres à l'Assemblée. Mais ils peuvent le calculer. Vu les acquis du président. Oh là là. De toutes les façons, ils peuvent calculer cette majorité-là à la présidence. Ils peuvent décréter le nombre de députés qu'ils peuvent avoir. Oui. Ils peuvent s'octroyer ça. Parce que jusque-là, on n'a pas des élections. Alors, si c'est de cette façon qu'ils veulent s'offrir une majorité, qu'Alpha Condé fasse un décret pour dire qu'à la prochaine Assemblée nationale, j'aurai tel nombre de députés, qu'on en finisse. Alors, mais si on parle d'élections, on parle de la loi, nous, c'est ce qui nous intéresse et c'est sur ça que nous portons le débat. Maintenant, s'il s'agit de parler de l'humeur d'un homme ou des commentaires d'une majorité qui est complètement perdue, si on parle de bilan dans ce pays, cette gouvernance ne peut absolument rien défendre. Mais nous ne sommes pas des enfants qu'on va tirer par le bout du nez pour dire allez aux élections parce que le président a voulu que vous alliez à ces élections. Il n'appartient pas au président de déterminer quand est-ce qu'on doit aller à des élections. Alors, parlant de ces élections, ce qui m'amène un peu à m'intéresser à votre formation, même si pour l'instant, ce n'est pas une formation politique comme... puisque vous n'avez pas d'abord l'agrément. Ouais, mais écoutez, qu'est-ce qui bloque à ce niveau? Voilà. On a un récépissé d'enregistrement en tant que parti politique. Oui, mais ça vous permet pas... Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Mais le fait déjà de dire qu'on ne peut pas faire ceci ou cela, mais ça fait de nous un parti politique. Oui. À partir du moment où notre dossier est un dossier de demande d'agrément de parti politique. Qu'est-ce qui bloque votre dossier? Oui, mais par le fait qu'on n'aime pas notre discours. On ne veut pas nous voir émerger. En 1 an d'activité, 1 an de procédure, nous nous sommes engagés dans la procédure le 23 août 2018. La loi parlait de 3 mois que nous avons épuisé sans réponse. Nous avons fait un recours auprès de la Cour suprême depuis le 2 janvier 2019. Jusque-là, aucune réponse, aucune réaction de l'institution. Nous avons la lettre de transmission, j'ai tous les dossiers ici avec moi, de la Cour suprême au niveau de la Chambre administrative qui doit gérer et délibérer. La note a été envoyée à l'agence judiciaire de l'État qui a été incapable de produire une réponse contradictoire par rapport à notre dossier. Et le ministère, et l'agence judiciaire de l'État, et la Cour suprême. Personne n'est capable de produire même une lettre pour adresser au modèle qui est composé de citoyens guinéens qui ont des droits et des libertés à exercer dans ce pays. Ils n'ont pas été capables de montrer en quoi est-ce que nous avons des failles dans le dossier pour nous dire que nous n'avons pas notre agrément. Ils ont gardé le silence parce que le dossier est irréprochable.
la vision. Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. C'est sur ces mots, chers téléspectateurs, que nous fermons porte-fenêtre de cette émission qui avait comme invité aujourd'hui M. Aliou Ba, président de l'organe provisoire de modèle. Avec lui, il était question des consultations nationales engagées sous l'égide du Premier ministre Dr Kassori Fofana et des élections législatives annoncées par la Commission électorale nationale indépendante. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention à la télé du 21e siècle. À bientôt pour un autre numéro de Starcom.